Bonjour et bienvenue. J'ai le grand plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Comme a dit Olivier, je m'appelle Hugh Whelan. Je suis encore journaliste dans la finance. Je l'ai été depuis 20 ans. En travaillant, Olivier l'a mentionné, pour IPE Magazine. Je faisais partie de l'équipe qu'il avait bâtie dès le début. Pour le Financial Times, le Wall Street Journal, The Observe en Angleterre. Et maintenant, rédacteur en chef, j'ai créé il y a 7 ans le magazine Responsible Investor. Je vous encourage vivement d'aller sur le web, de regarder Responsible Investor. On fête les 25 ans aujourd'hui de Conico. Donc, nous avons à cet égard le grand plaisir de faire l'ouverture de ce colloque avec un grand homme de lettres, on va dire, mais en fait, c'est plutôt un homme de renaissance aussi, écrivain, philosophe. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi ministre de l'Éducation en France entre 2002 et 2004, si je me rappelle bien. J'ai vraiment le grand honneur de vous présenter Luc Ferry. Il vient nous apporter une leçon aujourd'hui sur la dette des États, un risque de faillite pour le capitalisme. J'invite Luc au pupitre pour son discours et pour vos questions-réponses après. Soyez les bienvenus et passez une très bonne journée. Luc Ferry, à vous la parole. Merci bien. Merci à toi. Un grand merci. Un grand merci à vous. Merci pour cette invitation. Je suis toujours ravi de revenir dans ce pays que j'adore. C'est mon pays préféré. Je parle de la Suisse, évidemment, mais Vevey en particulier. Voilà, un bonheur d'être avec vous et de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je ne vais rien vous apprendre. Je vais parler de choses que vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. Mais essayer de tirer au clair, les raisons de l'endettement des États. Quels sont les motifs majeurs de l'endettement des États? À mon avis, il y en a 4. Et puis, je parle des États occidentaux. Et puis, la question de savoir si on vit une crise du capitalisme. Vous savez qu'on a annoncé souvent la fin du capitalisme. Marx considérait que c'était un système contradictoire. Weber et Schumpeter considéraient qu'il serait remplacé par une bureaucratie. Quelqu'un comme Jeremy Rifkin annonce aujourd'hui la fin du capitalisme qui sera vaincu par l'économie collaborative, Airbnb, Blablacar, venteprivée.com, Drivey, Uber, etc. Et donc on a souvent annoncé la mort du capitalisme, mais la liaison que Olivier propose entre endettement et crise du capitalisme est tout à fait légitime, tout à fait intéressante, et c'est de cela évidemment que je voudrais vous parler. J'avais prévu une conférence d'1 heure, mais je vais plutôt parler une demi-heure pour que l'on puisse avoir quelques échanges entre nous, si vous voulez. Donc je vais essayer de faire tenir la dinde dans le marron, comme on dit chez moi, plutôt que le contraire. 4 raisons de l'endettement des États. La première raison, vous la connaissez tous, maintenant elle est bien explicitée, bien documentée. C'est évidemment le passage de la crise des subprimes à la crise de la dette souveraine. On sait très bien aujourd'hui comment ça a fonctionné. On sait que au début des années 90, le président américain et la Banque fédérale s'aperçoivent qu'il y a un tassement des classes moyennes, qu'il y a une nouvelle configuration dans le monde du travail et qu'on a une bipolarisation entre des gens très bien formés et souvent assez riches, et puis de l'autre côté, une espèce de prolétarisation, que les classes moyennes se tassent, et évidemment, ce sont les classes moyennes qui tiraient la croissance, qui achetaient des voitures, des écrans plats, des ordinateurs, des smartphones, etc. Et donc, on met en place aux États-Unis une immense politique d'endettement des ménages. Et cet endettement des ménages atteint un seuil tel, d'ailleurs quand on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant, les taux d'endettement explosent littéralement dans les années 90, et donc à ce moment-là, le processus de titrisation et de répartition des crédits pourris se met en place, et on a cette fameuse crise des subprimes. Ça va être racheté par les États, et on va avoir une deuxième crise dans les années 2007, la crise de la dette souveraine. Tout ça, encore une fois, est bien documenté, bien connu. Je n'y insiste pas. C'est l'origine majeure de la dette des États. Mais il y a 2 autres raisons qui sont, avant d'en arriver à la 4e, qui m'importe le plus, qui sont aussi très, très importantes. 1, le fait que l'argent n'est pas assez cher.
et que les États, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France, notamment l'Italie, se sont endettés parce que les marchés prévoyaient que l'Union européenne ne laisserait aucun de ses membres faire défaut, ce qui d'ailleurs s'est avéré. On n'a pas laissé la Grèce faire défaut, et par conséquent les taux d'intérêt étaient beaucoup trop bas et ont permis aux États de s'endetter de manière absurde. Et donc il y a cette deuxième explication de l'endettement des États. La troisième, c'est tout simplement la démagogie des hommes politiques. C'est pas négligeable, donc à chaque fois qu'on est en campagne électorale, on annonce des dépenses de l'État supplémentaires. C'est une grande classique en France. On a, par exemple, dans la dernière campagne électorale, le président Hollande a annoncé le recrutement de 60 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Ça participe évidemment, cette démagogie de l'endettement des États. C'est la troisième raison. Et puis la quatrième, c'est celle sur laquelle je voudrais insister, c'est la seule qui m'intéresse vraiment. En vérité, les autres sont intéressantes, mais elles sont évidentes. C'est qu'on a dans toute l'Europe un débat qui d'ailleurs est tout à fait passionnant et qui traverse la droite et la gauche européenne, un débat au fond qui rejoue l'opposition entre Keynes et Schumpeter, un débat sur la croissance. Et là, je voudrais y insister. Pardon, je vais revenir à des éléments extrêmement basiques. C'est pas pour vous apprendre des choses, ce sont des choses que vous savez comme moi, mais c'est pour qu'on ait la même configuration intellectuelle en tête et qu'on puisse aller plus loin. Que disent les représentants, les néo-keynésiens ou archéo-keynésiens, on peut dire les deux, au fond l'extrême gauche en Europe, la gauche de la gauche en Europe, que ce soit Tsipras en Grèce, que ce soit Podemos en Espagne, que ce soit les frondeurs en France, que ce soit les Verts à peu près dans tous les pays européens. Que disent-ils? Ils disent en gros ceci. J'ai eu ce débat X fois, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon en France. Ils disent en gros ceci. Si vous voulez relancer la croissance, il faut augmenter les bas salaires. C'est l'urgence. Vous avez d'ailleurs eu en Suisse un débat sur le SMIC. Vous avez rejeté. On a le même débat en Allemagne. Il faut augmenter les bas salaires. L'argument est très simple. Il est extrêmement puissant parce qu'il est très simple et il paraît logique. Il est tout à fait faux, mais il est impressionnant et il a un succès considérable sur les foules. Mélenchon, par exemple, ou le Parti communiste français ne cesse de répéter cette argumentation. Si vous augmentez les bas salaires, les minima sociaux, comme il s'agit de petits ménages, l'argent que vous injectez dans ces familles modestes, il sera immédiatement dépensé, ils ne vont pas épargner. Par conséquent, les carnets de commandes des entreprises vont se remplir. Par conséquent, les chefs d'entreprise, pour répondre à la demande, c'est la fameuse politique de la relance par la consommation, politique de la demande, les chefs d'entreprise créeront des emplois pour répondre à la demande et par conséquent aussi, c'est une chaîne, l'État sera très content puisqu'il y aura moins de chômeurs à indemniser et plus de taxes qui rentreront dans les caisses pour réduire la dette. Vous voyez l'idée, tout le monde est content, c'est gagnant-gagnant, c'est une vision non tragique de l'économie. Les ouvriers sont contents, leur salaire augmente, les chefs d'entreprise sont contents, les carnets de commandes se remplissent, l'État est content, les déficits se réduisent et le chômage aussi. Et donc il faut vraiment avoir mauvais fond et mauvais esprit, avoir une âme noire pour ne pas aller dans cette direction magnifique. Et en plus, par exemple en France, les frondeurs, la gauche de la gauche, qui s'opposent à Emmanuel Macron, à Manuel Valls, enfin à une politique un peu libérale qui est conduite par le nouveau ministre de l'économie. Que disent-ils à François Hollande et à ses ministres? Ils disent, voyez, non seulement vous ne faites pas une politique de gauche, c'est-à-dire une relance par la consommation keynésienne, mais en plus vous avez le déshonneur et la défaite puisque la courbe du chômage ne s'inverse pas et que la dette augmente. Donc vous voyez, vous avez tort sur le principe, mais factuellement aussi. Encore une fois, les déficits explosent, la dette augmente et le chômage aussi. Donc il faut changer de politique, il faut une autre politique, il faut aller vers donc cette relance par la consommation, cette augmentation des bas salaires. Et je vous signale que l'extrême droite en Europe défend le même programme économique. Le Front National a exactement le même programme économique en France que l'extrême gauche. Donc relance par la consommation, augmentation massive des bas salaires. Bon, pourquoi ça ne marche pas? J'avais rencontré Helmut Schmidt en 1983 à Bonn.
À l'époque, la principale revue intellectuelle française, Le Débat, la revue des éditions Gallimard, organisait des rencontres entre hommes politiques et intellectuels. Et donc, Pierre Nora, qui était le patron de cette revue prestigieuse, m'avait demandé d'aller rencontrer Helmut Schmidt, puisque j'ai fait mes études en Allemagne, je parle l'allemand, et donc d'avoir un dialogue avec Schmidt. On était en 1983, François Mitterrand avait été élu en 81, et il avait pratiquait une politique de gauche keynésienne classique, relance par la consommation, augmentation des bas salaires. Il y avait eu le Grenelle des salaires, comme on l'appelle en France, peu importe, en tout cas politique keynésienne, augmentation des bas salaires. Et je rencontre Helmut Schmidt à Bonn, au Bundeshaus à l'époque, c'était encore à Bonn, et Helmut Schmidt me dit votre président de la République est un parfait crétin, ein blöder Idiot, pour ceux qui parlent allemand, il doit y en avoir pas mal dans la salle, c'est plus fort qu'en français, c'est un parfait crétin, car, me dit-il, l'argent dans un marché ouvert n'est pas fléché. Et par conséquent, me dit-il, vos concitoyens achètent Grundig, Schaub-Lorenz, Volkswagen, etc. Mais l'argent n'étant pas fléché, il va là où c'est le moins cher, le plus intéressant. Il va vers la politique de l'offre, pas vers la politique de la demande. Et donc, comme l'argent n'est pas fléché, l'idée qu'on va simplement, en augmentant les bas salaires, par la relance par la consommation, rendre compétitive une économie qui ne l'est plus suffisamment est une idée absurde. Si vous allez dans les marchés du sud de la France, vous trouvez des chemises à 5 €, mais elles ne sont pas françaises, elles viennent de Chine, évidemment. Et donc, l'argent n'étant pas fléché, l'idée, encore une fois, qu'on va remettre, par exemple, l'appareil productif français en état uniquement par la relance de la consommation est une idée absurde. Par ailleurs, dans un système de globalisation ouvert, la compétitivité des entreprises, c'est la clé, et le coût du travail fait évidemment partie de cette problématique de la compétitivité des entreprises. Si vous augmentez massivement les bas salaires, dans le contexte français par exemple, on aura une épidémie de faillite de PME. Et donc tout ça est évidemment très problématique. Et d'ailleurs, je disais à Mélenchon, pour qu'il comprenne, parce que c'est très difficile de faire comprendre des choses d'économie au personnel politique français, qui est très très loin du monde de l'entreprise, surtout évidemment à l'extrême gauche. Je lui disais, mais si ton système est le bon, augmentation des salaires, augmentation massive des bas salaires, relance par la consommation, l'appareil productif se remet en marche, etc. Mais pourquoi tu t'arrêtes à 2 000 € pour le SMIC ? Pourquoi pas 5 000 ? Pourquoi pas 10 000 ? Pourquoi pas 50 000 ? Donc tu vois bien qu'il y a une limite quelque part. Où est-ce que tu mets le curseur ? Et donc on voit bien que cette politique est absurde. C'est évidemment Schumpeter qui a raison. Et c'est ça la question de la survie du capitalisme ou du désendettement, les deux problèmes sont liés, c'est l'innovation qui tire la croissance. Et la question que je me suis posée, donc j'ai écrit un petit livre sur le sujet, l'innovation destructrice, pourquoi ça freine ? C'est l'innovation qui tire la croissance. Je vais être très clair, pardon d'être volontairement basique, l'innovation nous oblige à acheter. Soyons très simples, quand on dit ça tire la croissance, ça veut dire que l'innovation nous oblige à acheter, soit qu'elle renvoie les objets anciens à la poubelle, soit qu'elle nous tente par des nouveautés qui sont plus performantes. C'est évidemment la logique majeure de ce petit objet qui est le plus schumpeterien du monde. C'est vraiment l'archétype de l'innovation destructrice. Et donc, ça renvoie, l'iPhone 6 renvoie, alors pas le 5, mais le 4 ou le 3, directos à la poubelle, et évidemment qu'il nous tente par des performances supérieures. Vous regardez l'histoire de l'automobile, c'est la même chose. Moi, j'ai une petite Renault des années 40 qui est superbe, qui marche parfaitement, mais elle est totalement inutilisable. Elle a des portes suicides qui s'ouvrent à l'envers, les vitres ne s'ouvrent pas quand j'arrive au péage, j'arrive pas à payer l'autoroute, je suis obligé de faire le tour de la voiture. Enfin, il n'y a pas d'allume-cigare, il n'y a évidemment pas de climatisation, les essuie-glaces sont à 1 cm du pare-brise, enfin tout ça est inutilisable. Elle marche parfaitement, elle démarre au quart de tour, mais c'est complètement dépassé. Donc l'innovation, évidemment, nous oblige, encore une fois, à acheter. Mon père nous emmenait dans cette voiture, on était 6 dedans, on allait de Paris à Cannes dans les années 50, on trouvait ça à l'époque très bien. Aujourd'hui, c'est évidemment inimaginable, tout simplement. Et donc, réfléchissez à ça, parce que ça paraît banal, mais ça ne l'est pas. La logique du capitalisme, c'est la logique de la mode.
La mode, quelle est la finalité de la mode? Et c'est très intéressant, les travaux sur la mode. On a tort de négliger, ce n'est pas du tout un phénomène superficiel, c'est le même problème pour l'art contemporain. La logique de la mode, c'est la logique du capitalisme à l'état chimiquement pur. La logique de la mode, c'est la logique de l'innovation destructrice. La seule finalité de la mode, c'est de démoder. Il n'y a aucune autre finalité. C'est de faire en sorte que les vêtements que vous avez dans votre armoire, vous ne puissiez plus les mettre. Même s'ils ne sont pas troués par les mythes qui vous protègent du froid ou de la pluie, vous ne pouvez plus les mettre. Si j'étais venu en pâte d'EF avec une chemise orange et un col à manger de la tarte comme dans les années 70, je serais parfaitement ridicule. J'ai probablement ça quelque part dans une armoire. Et donc la finalité de la mode, c'est de démoder. C'est exactement la même finalité que celle des iPhones ou des voitures. Et phénomène majeur, la mode n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. La mode n'apparaît qu'avec le capitalisme. Vous prenez le kimono japonais, vous prenez le sari indien, ça reste le même, le sari est un bon exemple, il reste le même pendant des millénaires. Même coupe, même tissu, même couleur. C'est seulement avec le 19e siècle qu'on voit apparaître la mode, c'est avec les sociétés capitalistes, et c'est la même chose dans le domaine de l'art contemporain en particulier. La seule finalité de l'art contemporain, c'est d'innover et de rompre avec la tradition. Vous prenez les formes d'art traditionnelles, par exemple la calligraphie chinoise. J'ai une amie qui est une des plus grandes spécialistes au monde de la calligraphie chinoise et qui me dit « 2 calligraphies chinoises à 2000 ans d'intervalle, vous ne pouvez pas les dater ». C'est les mêmes, parce que dans toutes les sociétés traditionnelles, qu'on appelait naguère encore des sociétés primitives, la finalité de l'art est le contraire de l'innovation. L'innovation est interdite. La finalité de l'art, c'est de maintenir la tradition, de représenter aux yeux de tous, de la communauté, de représenter les valeurs du passé, les valeurs des anciens, les valeurs des ancêtres, les valeurs des dieux. C'est une chaîne qui remonte vers le passé, des grands-parents, et donc des anciens aux ancêtres et puis aux dieux. Et donc la finalité de l'art, c'est de rendre sensible, de rendre visible les valeurs de la coutume, les valeurs de la tradition, les valeurs du passé. Le chef indien dans les sociétés guayakis, que les élèves de Lévi-Strauss ont analysé, le chef indien, donc amérindien, qui se mêle d'innover, est mis à mort. L'innovation est interdite, non pas parce que les sociétés indiennes sont des sociétés d'abrutis, mais parce que ce sont des sociétés qui sont organisées autour du respect du passé, de la coutume, de la tradition. Vous allez à la FIAC aujourd'hui, vous n'avez que des innovations. Et d'ailleurs, Schumpeter parlait déjà de manière géniale d'art capitaliste, parce que c'est un art qui met en scène, l'art contemporain pour l'essentiel, met en scène la vie du capitalisme, c'est-à-dire l'innovation destructrice, l'innovation et la rupture avec la tradition. Et du reste, l'artiste est de gauche, mais l'acheteur est de droite. L'acheteur, c'est François Pinault, c'est Bernard Arnault, c'est Marc Ladreit de la Charrière, c'est des grandes banques suisses, japonaises ou américaines. Du reste, pour acheter un Damien Hirst ou un Jeff Koons, il faut avoir des millions en poche. L'acheteur d'art contemporain aujourd'hui, c'est un grand capitaine d'industrie. Le profil typique, c'est un grand banquier, un grand capitaine d'industrie, parce qu'il est fasciné par cette logique de l'innovation destructrice, qui est la logique des iPhones, des ordinateurs, bref, des objets qu'il vend par ailleurs. Et donc on a une homologie parfaite entre le mouvement du capital et le mouvement de l'art contemporain. Encore une fois, l'artiste est de gauche, l'acheteur est de droite. C'est pas pour rien qu'on a inventé le terme de bobo. C'est la réconciliation du bohème et du bourgeois sous l'égide de l'innovation, de la logique de l'innovation. Et c'est l'innovation qui désendette et qui sauve le capitalisme. C'est sa logique de fond. Et donc, ça n'est pas la relance par la consommation qui marche, c'est évidemment la politique de l'offre et pas la politique de la demande, ce que d'ailleurs l'Allemagne et la Suisse ont compris parfaitement depuis des décennies. C'est pourquoi elles ont réduit le chômage et elles se portent évidemment beaucoup mieux que l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la France. Et donc, on a choisi en Allemagne une politique de l'offre, en Suisse aussi, de manière extrêmement innovante. On a choisi une politique de l'innovation et non pas une relance par la consommation. L'Allemagne a même souvent, dans les grandes villes, réduit les salaires considérablement. Et donc, on a choisi l'inverse du keynésianisme. Keynes, c'était pas idiot, mais Keynes ne défendait cette idée de relance par la consommation, d'intervention de l'État, que dans les périodes de crise. Par exemple, pour la crise de 29, pas en période de croisière.
Question que je me suis posée, c'est pour moi la question importante si on réfléchit à la fois à la dette et à l'avenir du capitalisme, des sociétés libérales. Pourquoi ça freine ? C'est ça la question. Pourquoi le surmoi keynésien d'extrême gauche ou d'extrême droite est-il si puissant ? Pourquoi cette résistance à l'innovation ? Quand vous regardez l'histoire des innovations en Europe, l'innovation, ça commence au XVIIIe siècle, guerre avant, avec la révolution scientifique et avec l'invention du capitalisme. Capitalisme et science marchent ensemble, ça Schumpeter et Max Weber l'avaient parfaitement compris, et donc avec la révolution scientifique du XVIIIe siècle, on entre dans des sociétés d'innovation. Et donc on invente la mode, et puis l'art moderne, il commence là, l'idée qu'il faut être original, qu'il faut innover. On va sortir d'un art qui imite la tradition pour rentrer dans un art de l'innovation jusqu'aux avant-gardes contemporaines. Eh bien, quand vous regardez les chiffres depuis 1750, on a des chiffres sur le niveau de vie et l'espérance de vie des Européens, je parle de la vieille Europe, celle qui n'a pas été gâchée par le communisme, c'est assez fascinant. L'espérance de vie des vieux Européens, que ce soit en Suisse, en Allemagne, en France, c'est les mêmes, à 2 capis près, c'est pareil. Eh bien, notre espérance de vie depuis le milieu du XVIIIe siècle, elle a été multipliée par 3, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. J'ai regardé les chiffres pour mon enfance, les années 50. Moi, je suis né en 1951. L'espérance de vie des Français en 1951, l'espérance moyenne hommes et femmes confondus, est de 63 ans. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Ce qui fait dire aux démographes que nous ne vieillissons depuis les années 50 que de 9 mois par an. Tout ça grâce à des innovations médicales, scientifiques, sociales, magnifiques. Je rentre d'un congrès là, à Marseille des pathologues. On a maintenant une molécule qui guérit l'hépatite C à 100%, 97% en 6 semaines. L'hépatite C, c'est une des pires saloperies qui soit. Et donc, on a là vraiment des innovations magnifiques qui ont permis d'améliorer la vie des vieux Européens de manière extraordinaire. Le niveau de vie a été multiplié par 20 depuis 1750. Et simplement, depuis mon enfance, depuis les années 50, le niveau de vie des Français, mais c'est pareil à 2 capis près dans le reste de l'Europe, j'ai les chiffres pour la France, mais enfin ils sont encore une fois très proches dans les vieux pays européens, notre niveau de vie depuis 1950 a été multiplié par 3 en vrai niveau de vie. Donc extraordinaire progrès. Et donc question, pourquoi ça freine ? La vérité, c'est qu'il y a des raisons de fond. Si j'étais au MEDEF, au plus important syndicat de patrons français, ce que j'entendrais, c'est « Ah, bah oui, ce qui nous empêche d'innover, c'est le poids de l'État, les charges sociales, la tracasserie administrative, et puis, bon, les boulets des syndicats, de la CGT, du Parti communiste, etc. » Bon, c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est très superficiel comme analyse. Hein. La vérité, c'est qu'il y a des résistances à l'innovation qui sont des résistances réelles, pas simplement liées au poids de l'État, qui en effet n'est pas libéral dans les pays du sud de l'Europe, ou à la résistance syndicale. Non, il y a des vrais problèmes de fond, c'est que toutes les grandes innovations, celles que les économistes appellent multi-usages, celles qui touchent tous les secteurs de la vie humaine, toutes les grandes innovations, elles créent du chômage, de la décroissance et des inégalités réelles. C'est pas de la blague. Et c'est pas simplement Mélenchon, la CGT ou l'UDC ou le Front National. Non, c'est réel. Pourquoi ça crée de la décroissance, du chômage et des inégalités ? C'est déjà la révolte des Ludites en 1811, ou la révolte des Canuts à Lyon, les ouvriers tisserands en 1831, qui se révoltent contre les machines à tisser, la fameuse machine Jacquard, qui leur volent leurs emplois. C'est là que le mot sabotage est popularisé, parce qu'ils jettent leurs sabots dans les machines à tisser pour les détraquer, parce que ça leur pique les emplois. Je traduis dans les termes d'aujourd'hui, si j'étais libraire, chers amis, je détesterais Amazon. Amazon va tuer les libraires, il y a 3000 libraires en France, je ne sais pas combien il y en a en Suisse, mais je vous garantis que dans 10 ans, il n'en restera pas 300. Parce que, évidemment, Amazon, l'économie collaborative, comme on l'appelle, de même que Uber n'est pas apprécié des taxis, comme vous avez pu voir, et pas simplement à Paris, mais à São Paulo et partout dans le monde. Et de la même manière, Amazon va détruire le réseau des libraires comme il a détruit celui des disquaires.
C'est le même problème. Si j'étais patron d'une agence de voyage, je serais très 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 mal à l'aise. Parce que qui d'entre nous va encore dans une agence de voyage pour prendre un billet Genève-Paris? Même ma grand-mère ne le ferait plus. Et donc on a là tout un système d'innovation qui, évidemment, dans un premier temps, détruit en permanence des emplois. Tout le problème étant de savoir s'il en recrée autant qu'il en détruit. En France, on détruit 10 000 emplois par jour. On en recrée 9 000, le différentiel expliquant le chômage. Il suffirait de très peu de choses pour qu'on soit un peu moins bête dans les politiques publiques pour que le différentiel soit dans l'autre sens. Mais enfin, en gros, on a un mouvement d'innovation destructrice, permanent, et qui pose évidemment problème. Pourquoi il pose problème? Parce que même si vous recréez plus d'emplois que vous en avez détruits, même si Amazon crée plus d'emplois qu'il n'en a détruits, ce ne sont pas les mêmes et ce n'est pas tout de suite. Comme disait Schumpeter, c'est rarement les fabricants de bougies qui deviennent fabricants d'ampoules électriques. De la même manière, aucun libraire n'ira travailler chez Amazon. Donc le malheureux libraire de province qui voit sa librairie disparaître parce que les ventes sont parties chez Amazon, il n'a rien fait de mal, il a pas mal géré sa boîte, il est mis au chômage, il est obligé de fermer sa boutique, mais il ne va pas aller travailler chez Amazon. Et donc, lui, il le prend mal, ce mouvement d'innovation destructrice. Alors, vous savez, Schumpeter disait « destruction créatrice ». Moi, je préfère dire « innovation destructrice » parce que ça n'est pas la destruction qui crée. En tant que telle, c'est l'innovation qui détruit. C'est l'innovation qui rend obsolètes les mondes anciens. C'est même pas une blague, j'ai fait tomber mon iPhone 5 dans l'évier l'autre jour. Ça n'a pas créé le 6. Malheureusement, mais ce n'est pas la destruction qui crée, c'est l'innovation évidemment qui détruit. Et donc je préfère dire innovation destructrice, mais l'idée est la même. Et donc on crée dans un premier temps de la décroissance et je disais donc du chômage et des inégalités. Pourquoi les inégalités? J'ai fait une étude pour l'ancien Premier ministre français, pour mon ami François Fillon, avec quelqu'un que je considère comme le meilleur économiste français aujourd'hui, mon ami Nicolas Bouzou, qui est un type formidable, que vous devriez d'ailleurs inviter ici, parce qu'il est à la fois très drôle et très intelligent, ce qui est rarement le cas. Un mélange des deux est assez sympathique. Je ferme la parenthèse. Et nous avons fait ensemble une étude sur l'âge auquel les jeunes Européens quittent le foyer familial, quittent papa et maman. Tenez-vous bien, en Espagne, qui est quand même le record d'Europe, on quitte le foyer familial à 31 ans. 31 ans. Pourquoi? Parce que, il y a la crise, d'accord, mais il y a aussi le fait que dans le monde hyper innovant d'aujourd'hui, dans le monde super technologique d'aujourd'hui, si vous n'avez pas de bons diplômes, une bonne formation initiale, vous êtes fichu. Malheur à nos enfants s'ils n'ont pas des bons diplômes. En France, en 1960, 10% des non-bacheliers sont au chômage. Aujourd'hui, c'est 60%. Parmi les chômeurs, les jeunes chômeurs, 60% n'ont pas le bac. Vous voyez, en 1960, c'est 10%. Et donc, on quitte papa et maman très tard. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais je crois que c'est à peu près comme en France. Un peu moins parce que vous avez quand même beaucoup moins de chômage. Mais en France, c'est 24-25 ans. Et encore, on revient le dimanche pour que maman fasse la lessive et la cuisine. Et donc, 24-25 ans, c'est très tard. Balzac a écrit un livre célèbre, La femme de 30 ans. Alors, ce n'est pas l'entrée dans la vieillesse, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, c'est la dernière chance qu'elle a de tomber amoureuse. Et c'est vraiment La femme de 30 ans. Le titre est choisi pour dire, vraiment, c'est déjà quasiment la fin de la vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas très loin de la vérité à l'époque. Et souvenez-vous de Rousseau, qui n'est ni français, ni parisien, ni catholique, mais qui est quand même un Suisse protestant, c'est-à-dire un Allemand qui écrit en français. Rousseau, dans les Confessions, c'est pour ça que j'adore Rousseau. D'ailleurs, j'ai eu le prix Jean-Jacques Rousseau, vous vous rendez compte, je ne peux que l'aimer. Et donc Rousseau, dans les Confessions, cette phrase qui me fait toujours hurler de rire, il a 16 ans, faut dire, c'est un gamin, il tombe amoureux de Madame de Varins, pas loin d'ici, et il écrit cette phrase tout à fait parlante. Elle avait perdu le charme de la jeunesse, elle avait 28 ans.
Voilà, je trouve ça magnifique. Bon, évidemment, mesdames, rassurez-vous, c'est une autre époque, mais ça veut dire que si on avait dit à Voltaire ou à Rousseau que nos enfants quittent le foyer familial à 31 ans, ils seraient tombés de leur chaise. C'est l'âge auquel on mourrait, quasiment, à l'époque. Oui, même pas quasiment, tout à fait. Regardez, quand Victor Hugo publie Les Misérables en 1863, si mes souvenirs sont bons, l'espérance de vie est de 37 ans, en moyenne. Donc, vous voyez pourquoi ça freine les freins à l'innovation. Et c'est ça la question de la survie du capitalisme. Est-ce qu'on va être capable d'innover ou pas ? Je vous indique encore deux choses, et puis je m'arrêterai là, mais après il faudrait tirer les conséquences, mais peut-être on le fera dans la conversation. Mais encore deux choses très rapidement. Il faut généraliser l'analyse de Schumpeter. Il faut l'étendre au reste de la vie humaine, pas simplement à l'économie. Pourquoi ? Parce que cette logique de Schumpeter, j'ai déjà dit que c'est celle de l'art contemporain, c'est celle de la mode, mais c'est aussi celle de la presse, des journaux, de l'information, et c'est aussi celle des mœurs. Le XXe siècle a été un siècle d'innovation destructrice, c'est-à-dire de coups d'innovation et de rupture avec la tradition, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. On a donné le droit de vote aux femmes, en Suisse un peu après tout le monde, mais enfin quand même. Dans la Puncelle, c'est le 28 avril 1991. Quand je dis ça à ma fille qui est née en 91, elle me regarde comme si je sortais de Jurassic Park, mais enfin, je ferme la parenthèse. On a innové dans le domaine des mœurs comme jamais. Le mariage gay est un très bon exemple. Moi, j'ai défendu le mariage gay dans les colonnes du Figaro, ce qui m'a valu des centaines de lettres d'injures, parce que je pense que je suis ni homosexuel ni homophobe, et je pense que la vie démocratique, c'est la coexistence pacifique de modes de vie différents, et qu'à partir du moment où ça n'empêche pas les autres de se marier à l'église, à la mosquée ou à la syna, je ne vois pas ce que ça me retire et en quoi ça m'empêche de vivre que des homosexuels se marient. Au fond, pour être franc, je m'en fous, quoi. Du moment qu'on ne m'oblige pas à épouser Olivier, tout va bien. Et encore, ça pourrait être pire, mais bon, pas être méchant, mais voilà. Et donc je pense que la coexistence pacifique de modes de vie différents, à partir du moment où ce que fait quelqu'un ne vous retire rien à vous, c'est le principe même de la démocratie. Donc au fond, mais je comprends parfaitement, et je le dis sans ironie, que mes amis juifs ou catholiques, même pas traditionnalistes, simplement orthodoxes, je dirais, considèrent que c'est une abomination, parce que c'est une nouvelle image de la famille, une nouvelle conception de la famille qui est fondée uniquement sur l'amour et plus du tout sur la biologie et la filiation. Donc là, il faudrait développer ça, mais c'est une rupture dans la conception de la famille. Et donc, si vous êtes attaché, là où je veux en venir, je vais le formuler comme ça. Si peu que ce soit, que vous soyez attaché à quelque coin du passé que ce soit. C'est ça le problème. Que vous soyez attaché à une spiritualité ancienne, à une religion, à une morale, à une esthétique ancienne, à un coin de paysage dévasté par des constructions modernes, peu importe. Quel que soit le lieu du passé auquel vous êtes attaché, et on a tous des attachements romantiques, on a tous des nostalgies, des âges d'or, eh bien, quel que soit le lieu du passé auquel vous êtes attaché, que ce soit un lieu idéal, spirituel ou un lieu matériel, vous serez à un moment ou à un autre bouleversé par la logique du capitalisme moderne, parce que ça détruit toutes les traditions et toutes les, comme disait Schumpeter, ça détruit les rois, les reines, l'aristocratie et les religions. Bien sûr, c'est une formidable moulinette, le système capitaliste. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le seul môle de résistance, c'est l'islamisme fanatique, parce qu'ils savent très bien que s'ils laissent rentrer le loup dans la bergerie, ils passeront à la moulinette comme tout le monde. D'où l'hostilité absolue à l'Occident, parce que pour les imams délirants, fanatiques, c'est au fond le système occidental, c'est leur mort qui se profile à l'horizon. Et donc, le système de la presse, dernière remarque, c'est la même chose. Un clou chasse l'autre chaque matin. Vous avez l'information en continu sur ces petites choses, les notifications en permanence. Quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure, vous avez certainement, comme en France, c'est partout pareil, vous avez des chaînes de radio en continu, où vous aurez une deuxième couche d'informations. Et puis quand vous arriverez chez vous, si vous êtes passionné d'information ou qu'un événement vous intéresse pour une raison ou pour une autre, vous aurez une troisième couche parce que vous aurez aussi les chaînes de télé en continu, les BFM, iTélé, etc. Et donc vous aurez 3 couches dans la même journée.
Comment voulez-vous que le patron d'un journal papier, le lendemain matin, vous resserve la même chose? Il est obligé de rentrer de plein pied dans la logique de l'innovation destructrice, du scoopisme, comme on dit. Il est obligé, il ne peut pas faire autrement. Et donc, dans la presse, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau est devenu plus important que l'important. C'est ça que nous vivons. Le nouveau est plus essentiel que l'essentiel, d'où le sentiment qu'on a que le mouvement de la presse est extraordinairement superficiel. Et évidemment, ça s'accélère avec les mosaïques, avec les médias numériques. Je termine sur cette idée. Si on veut, à la fois désendetter les États et en même temps rentrer dans une logique de croissance qui soutienne, ce serait long à développer, mais qui soutienne la civilisation européenne, parce que notre civilisation, que vous soyez dans l'Union européenne ou pas, n'y change rien. Notre civilisation, son infrastructure, c'est quand même ce mouvement du capitalisme, ce mouvement de production de richesses. Et même si on est de gauche, comme disait Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Si vous voulez partager les richesses, il faut d'abord les produire. Et donc, si on veut soutenir la civilisation européenne, qui est quand même une civilisation magnifique, parce que c'est la seule qui soit à la fois la civilisation de la protection sociale et de l'autonomie individuelle, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan privé. C'est par exemple la civilisation du mariage choisi au lieu du mariage arrangé qui règne dans le reste du monde encore aujourd'hui. Sachez que 130 millions de petites filles seront mariées de force d'ici 2025. L'Europe, c'est l'invention de la liberté et de la protection sociale, avec une infrastructure derrière qui est celle du capitalisme, qu'on le veuille ou non. Et même, encore une fois, si on est social-démocrate et qu'on veut répartir les richesses, il faut d'abord les produire. Et donc, si on veut maintenir cette civilisation avec cette infrastructure qui, encore une fois, qu'on le veuille ou non, est celle du capitalisme, et si on veut désendetter les États, la seule solution, c'est d'entrer dans la politique de l'offre et dans la logique de l'innovation. C'est ce qu'ont fait les États-Unis avec les GAFA, c'est ce qu'ont fait l'Allemagne et la Suisse, c'est ce que fait Israël. Le reste du monde est un peu à la traîne. Je termine avec cette petite phrase que me disait l'autre jour le patron de Google. On était tous les deux à faire une conférence sur la question de l'innovation. Et il me disait, en parlant des GAFA, Google, Apple, Amazon et Facebook, il me disait, au fond, nous, aux États-Unis, contrairement à vous en Europe, on innove dans l'innovation. On a les GAFA. Donc on innove dans les secteurs les plus innovants du monde. Et il me disait, la phrase est très juste, c'est très profond, il me disait, nous, quand on pense au big data, à l'Internet des objets, bref, à ce sur quoi fonctionne l'économie collaborative et les GAFA, on pense aux services rendus aux consommateurs. En quoi ça va lui être utile? Par exemple, Google s'engage dans la lutte contre le cancer et s'engage à régler la question du cancer dans les 20 ans grâce au big data, parce qu'on va pouvoir comparer entre elles des dizaines de milliers de milliards de cellules cancéreuses et aller vers des thérapies ciblées, personnalisées. Bon, je laisse ce thème de côté, qui est passionnant d'ailleurs. Mais au fond, Nick Leader, donc ce patron de Google, me dit « Nous pensons service consommateur. Vous pensez protection citoyen. » Nous pensons service rendu aux consommateurs, vous pensez protection du citoyen, protection de la vie privée. C'est comme si nous avions une voiture sans frein et vous une voiture sans accélérateur. L'image est très juste d'une certaine manière, c'est le problème majeur de l'Europe, les GAFA sont américains, il n'y a rien d'équivalent en Europe, même en Suisse et en Allemagne, et donc si on veut, c'est pour ça que l'enjeu est passionnant, c'est un enjeu de civilisation. Si on veut sauver la civilisation européenne, la véritable logique, c'est celle de l'innovation, évidemment avec un problème majeur, c'est qu'elle est destructrice. Et une question cruciale, que doit faire l'État? Quel est le rôle de la politique par rapport à cet immense rouleau compresseur de l'innovation destructrice? C'est ça le problème politique fondamental. Si j'étais en politique, mais je n'ai jamais été un politique, mais si j'étais en politique, pour moi, ce serait la question. Comment, au fond, à la fois rentrer dans la logique de l'innovation pour sauver la civilisation européenne, mais en même temps, comment corriger les effets pervers de l'innovation, autrement dit, qu'est-ce que c'est que la politique aujourd'hui par rapport à ce mouvement du capitalisme moderne. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention.